Je vais vous lire, Monsieur le Président, honorable assesseur, les dispositions de l'article 10 du traité de l'OHADA. Monsieur le Président, l'article 10 du traité dit ceci par rapport aux actes uniformes de l'OHADA. Je rappelle que les actes uniformes sont des dérivés du traité. Dit ceci, les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les États parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieur ou postérieur. C'est le traité lui-même qui règle la question comme ça. Est-ce que certaines dispositions similaires existent dans le statut de Rome? Non, Monsieur le Président, honorable assesseur. Vous prenez également, Monsieur le Président, honorable assesseur, l'article 19 du statut, du protocole additionnel de la CEDEAO relatif à la Cour de justice de la CEDEAO, par rapport même aux décisions qui sont rendues par la Cour. Il est dit à l'alinéa 2 que les décisions de la Cour sont lues en séance publique et doivent être motivées. Elles sont, sous réserve des dispositions du présent protocole relatives à la révision, immédiatement exécutoires et ne sont pas susceptibles d'appel. Voilà. La juridiction qui est la Cour pénale et la Cour de justice de la CEDEAO aujourd'hui, les décisions prises là-bas sont exécutoires sur le territoire guinéen. Même si l'État refuse de les exécuter, en ce qui concerne les docteurs Kassori, les docteurs Ghané, et également Oye Guilavogui. L'État refuse d'exécuter ces décisions-là. Mais c'est ici qu'on rappelle l'application du statut de Rome, alors même qu'aucune disposition de ce traité également ne fait cas de cette situation. Monsieur le Président, honorable assesseur, vous considérez que le ministère public, dans ses réquisitions, a estimé qu'il faut faire application du nouveau code pénal en raison du fait que l'assassinat était prévu de peine de mort dans le code pénal de 1998 et que dans le code pénal actuel, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Au même moment, on vous demande d'appliquer à la fois le statut de Rome et le code pénal de 2016. Mais dans toutes les infractions qui sont prévues dans le statut de Rome, il n'y a même pas l'assassinat. Regardez très bien à l'article 7 du statut de Rome. Vous ne verrez pas l'assassinat. C'est le meurtre et autres. Il n'y en a pas. Et parmi toutes les infractions qui sont reprochées à ces gens-là, si vous voulez faire application de la loi dans le temps, il faudrait vérifier pour chaque infraction quelle est la loi qui est favorable aux personnes poursuivies au moment où vous les jugez ou au moment où vous délibérez. Je veux parler de l'application de la loi pénale plus douce. Mais si, dans l'assassinat, quelqu'un est poursuivi ici pour ça, vous pouvez faire application du code pénal. Mais pas par rapport au crime contre l'humanité. Parce que le code pénal ne prévoyait pas le crime contre l'humanité en 1998. Comme je l'ai dit, c'était une incrimination inachevée. Il fallait l'achever pour l'intégrer dans le code pénal. Alors, Monsieur le Président, honorable assesseur, la requalification sollicitée par le ministère public se heurte au droit de la défense. Mes confrères le rappelaient ici à cette audience que si vous requalifiez les faits à ce stade de la procédure, c'est que vous aurez violé les droits de la défense. Pourquoi? Je vais vous rappeler une série de jurisprudences en la matière. Mais le ministère public, Monsieur le Président, ce que je m'en vais vous dire, lui-même a précisé ça dans ses réquisitions écrites qui ont été versées au dossier. Le ministère public l'a précisé là-bas. Dans quelles conditions vous pouvez requalifier? Il a dit, je vais vous lire quelques arrêts. Vous avez d'abord l'arrêt
Pélissier et assis contre l'État français qui date du 25 mars 1999. C'est un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Vous avez ensuite l'arrêt Mattei contre l'État français, toujours de la Cour européenne des droits de l'homme qui date du 19 décembre 2006. Voici ce que rappelle la Cour. La Cour rappelle les dispositions du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme montrent la nécessité de mettre un soin particulier à notifier l'accusation pesant contre un accusé et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre est une condition essentielle de l'équité de la procédure. La Cour ajoute en précisant ceci, si les juridictions de fond, comme la vôtre d'ailleurs, si les juridictions de fond disposent, lorsqu'un tel droit leur est reconnu en droit interne, de la possibilité de requalifier les faits dont elles sont régulièrement saisies, elles doivent s'assurer que les accusés ont eu l'opportunité d'exercer leur droit de défense sur ce point d'une manière concrète et effective en étant informés en temps utile de la cause de l'accusation, c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à leur charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais de la qualification juridique donnée à ces faits et d'une manière détaillée. Mais on se rappelle tous ici, le débat de la requalification, quand ça s'est posé ici, à cette audience-là, et que nous avons donné notre avis sur l'opportunité de requalification. Parce que c'est ce débat qui a été posé. L'opportunité de requalification. Si le tribunal veut requalifier, le tribunal fait quoi? Le tribunal met en demeure les accusés de s'expliquer sur la qualification envisagée. C'est ça. Mais, Monsieur le Président, la défense a eu raison de faire appel d'une décision joignant cette question au fond, parce que nous considérons que la demande que le ministère public a prononcée n'est pas une exception qu'on va joindre au fond, c'est un incident contentieux qui se règle ici à l'audience. C'est un incident contentieux. Ce n'est pas une exception de procédure. Mais, d'accord, le juge est souverain. Le juge est souverain. Mais, Monsieur le Président, en joignant la question au fond, cette décision, quoique notre appel n'ait pas été reçu par la Cour d'appel, ce qui est normal, il n'y a pas de problème, mais on s'attendait qu'après cela, que vos juridictions puissent appeler nos clients pour, cette fois-ci, les mettre en demeure de s'expliquer sur la nouvelle qualification envisagée. C'est ça la procédure. Je n'apprends rien à qui que ce soit. Mais on est parti directement à la confrontation. La confrontation, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a des points de divergence entre les déclarations des différentes parties à l'audience. Ce sont sur ces points qu'on confronte les parties. Et le tribunal, Monsieur le Président, j'ai tellement d'admiration pour vous. Vous avez été très rigoureux dans l'appréciation de ces éléments-là. Très rigoureux. Il y a même des avocats des partis civils qui ont même été agacés parfois parce que le président a dit non, vous devez uniquement, ce n'est pas un interrogatoire, vous devez uniquement circonscrire vos questions sur les divergences entre les propos des différents accusés ou avec les partis civils ou témoins. C'est à cet exercice, on s'est plié. Quand ça s'est passé, j'ai dit, ben, quelle belle chose, quelle belle victoire, quel rejet implicite de la demande de requalification. Ah oui, Monsieur le Président, je ne serais pas surpris que vous rejetiez, vous et vos associés, cette question de requalification, parce que les conditions ne sont pas réunies.